Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne Mediatwheel de la FFFTB. Vous avez été très nombreux à suivre la session numéro 1 consacrée au nouveau système de jugement international, vous présentant les travaux de la Fédération mondiale qui place le travail de qualité au cœur du système de jugement. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui naturellement pour étendre notre réflexion au modèle français, comment réagir, comment s'en servir. Pour ce faire, nous sommes allés à la rencontre tout d'abord de notre directeur technique national. Bonjour Jean-Michel, peux-tu nous présenter la session numéro 2 et nous expliquer quels seront les sujets abordés? Oui Didier, effectivement, donc j'aimerais quand même revenir sur le choix de notre session numéro 1 sur le système de jugement international. Il nous semblait important de montrer qu'à l'heure d'aujourd'hui, la Fédération mondiale et la Fédération française avaient la même logique par rapport à l'avenir de notre sport et vraiment axé notre travail sur la qualité. Donc c'est la raison pour laquelle nous avions commencé la dernière fois sur cette session. Alors d'accord Jean-Michel, revenons en France maintenant et comment ramener tous ces préceptes et ce concept de qualité dans le système français et vraiment axé sur la qualité et encore la qualité. Alors avant de développer déjà tout ce sujet, je pense que ce serait bien de replacer la discussion dans le contexte. Alors on est tous d'accord pour dire qu'il faut parler de qualité, on parle de gestes justes, on parle de performance, on parle d'enlever les chutes, on ose même parler de Jeux Olympiques, mais franchement, à un moment donné, je pense qu'il faut être conscient que c'est pas du tout ce qu'on voit en compétition. La qualité n'est pas meilleure qu'avant, les performances ne s'améliorent pas et on a un gros travail à faire, comme on l'avait dit sur la session numéro 1, concernant la crédibilité de notre système. Alors oui Jean-Michel, effectivement sur les compétitions françaises, on voit encore pas mal de finales avec beaucoup de chutes et même à la Coupe du Monde l'année dernière à Limoges, beaucoup de nations présentaient des prestations avec des chutes, les Japonais notamment, pour qui on peut s'attendre à plus de perfection. C'est vrai qu'il y a pas mal de prestations qui ne sont pas parfaites. Je suis tout à fait d'accord. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas noircir le tableau, parce qu'en France, on a quand même encore à l'heure d'aujourd'hui des athlètes très talentueux. Et c'est vrai que quand on regarde globalement, dans la globalité, on a encore une image positive. Mais je pense qu'il est de notre devoir de voir ça à long terme. C'est-à-dire dans 10 ans, qu'est-ce qui va devenir de notre sport? Comment ça se fait qu'on a tous envie de belles prestations, de plus de réussite, de quelque chose de, à la limite, plus télévisuel, et qu'on n'arrive pas à transformer l'essai? On a l'impression que tout le monde a envie de le faire. On a l'impression que tout le monde se rend compte qu'on est dans le risque. Mais on a aussi l'impression qu'à la fin, on n'arrive pas à transformer et à aller dans cette direction, qu'on revient systématiquement dans nos difficultés et qu'on a du mal à changer la donne. D'accord Jean-Michel, doit-on passer pour cela par la refonte du système de jugement français ou on a d'autres leviers pour agir là-dessus? Alors je pense qu'effectivement, il va falloir à un moment donné transformer notre système de jugement, mais à mon avis, ce n'est pas du tout la priorité aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de retravailler sur la perception qu'on a de la qualité de travail en tant qu'enseignant, en tant que coach. On ne peut plus se permettre de mettre sur le terrain des athlètes avec un programme qui est bien au-dessus de leur niveau, pas du tout adapté. Je pense qu'on arrive à un moment donné où on n'a plus le choix. La perception qu'on a de notre sport, elle est un petit peu en train de se dégrader par rapport à d'autres sports qui nous ressemblent. On a besoin d'aller beaucoup plus loin dans tout ce qui est qualité, etc. Et on sent qu'on a du mal à atteindre notre objectif. S'il y a un endroit où le Japon est bien meilleur que nous, au-delà de la quantité de travail qu'ils savent mettre dans leurs prestations, c'est sur la façon dont ils abordent avec sérieux et rigueur tout le travail de base. Une fois que leur travail de base est verrouillé, ils n'y reviennent jamais dessus, ce qui n'est pas vraiment notre cas. Très bien Jean-Michel, donc quels sont les moyens dont dispose la FFFTB à l'heure actuelle ou dans l'avenir? Quels sont les moyens à mettre en place pour parvenir à cela? Alors ce que je vous propose de faire maintenant, effectivement, c'est de vous présenter ces outils. Donc concernant la pratique FFTB, nous avons la filière N4, dont nous avons beaucoup parlé au séminaire l'année dernière avec les enseignants, qui est un outil qui correspond exactement à cette dynamique. Et concernant la pratique NBTA, nous avons les fondamentaux et la division préliminaire. Donc nous allons donc vous présenter ces deux projets, ces deux directions, et tout ça accompagné avec l'utilisation de la nomenclature, qui est vraiment un outil de travail essentiel pour bien comprendre comment fonctionnent tous les mouvements, etc. Jean-Michel, tu parles de nomenclature, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la nomenclature? La nomenclature, c'est très simple, c'est une bibliothèque visuelle de tous les éléments que nous avons dans les barèmes à l'heure d'aujourd'hui.
Donc vous pouvez avoir tout ce qui est maniement, tout ce qui est roulé, tout ce qui est lancer, engagement, rattrapage. Donc tout a été filmé, donc ça nous donne une vision de l'élément juste. Donc c'est ça que nous avons utilisé justement pour tous nos travaux et que nous allons retrouver justement dans les outils de la filière N4, des fondamentaux et de la division préliminaire. Merci Jean-Michel. Les constats sont donc les mêmes au niveau français qu'au niveau international. Le twirling de demain se doit d'aller vers un travail de plus grande qualité. Nous allons dans une deuxième partie vous présenter des exemples concrets de la mise en place de moyens pour atteindre ces objectifs. Comment donner envie de travailler mieux? Allons maintenant à la rencontre de Christine Bell, la directrice technique fédérale de la pratique NBTA. Bonjour Christine, pourrais-tu nous confirmer que les constats sont les mêmes dans les disciplines de la pratique NBTA? Bonjour Didier, merci de nous associer à ce projet sur la qualité du twirling en France. Alors pourquoi parle-t-on de la qualité aujourd'hui? Tout simplement parce que IBTF est en cours de travail sur un nouveau critère de notation et la qualité est la priorité. Déjà, avec NBTA, voici de nombreuses années que l'on insiste auprès de nos coachs et des athlètes pour valoriser le qualitatif plutôt que le quantitatif. Mais il est très difficile de le faire admettre. Et je pense que notre communication commune aujourd'hui est très importante. Ce qui se passe, c'est que toutes les bases sont d'une importance capitale et aujourd'hui, on se rend compte que les étapes sont très souvent sautées et les fondamentaux ne sont pas approfondis comme ils le devraient pour avoir une bonne technique par la suite. Merci Christine. Les constats sont donc identiques dans la pratique NBTA et dans la pratique FFTB comme nous l'a présenté précédemment Jean-Michel. Mais de ton côté, concernant la pratique NBTA, peux-tu nous donner des exemples plus précis? Des exemples, il y en a de toutes sortes. Commençons par le fondamental. Apprendre à tenir son bâton bien en main et toujours empêcher les enfants d'utiliser le bâton du bout des doigts. Il est important d'avoir son bâton bien pris en main pour développer un maniement puissant. Puis, un autre défaut qui est de plus en plus récurrent, c'est la prise du bâton aux 3/4 au lieu d'avoir le bâton bien au centre pour tout ce qui est maniement général, même si pour les lancer, on décale légèrement sa main. Ensuite, quelque chose de beaucoup plus sournois, c'est quand on note des micro-arrêts avant les lancers et aux réceptions. Ces micro-arrêts, multipliés pendant 2 minutes, ne rendent pas une manipulation souple et suivie. Si on parle du corporel, à l'arrêt, le corporel est très souvent très joli, les jambes bien tendues, les pieds bien pointés, mais dès que le bâton est en mouvement, les faiblesses apparaissent. Les genoux pliés, les demi-pointes disparaissent, la posture avec les épaules qui s'arrondissent et la tête qui se baisse. Autant de détails qu'il faut travailler en continu. D'accord Christine, mais avons-nous une idée des causes qui peuvent mener à cette perte de qualité? Alors, pourquoi aujourd'hui cette perte de qualité? Tout simplement parce que on va beaucoup trop vite sans prendre le temps de passer par toutes les étapes. Et aujourd'hui, on peut voir de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux qui sont certes très inspirantes, souvent présentées par de très grands champions et qui donnent envie aux coachs comme aux athlètes de reproduire les mouvements qu'ils voient. Mais dans un premier temps, la question à se poser, c'est est-ce que l'athlète est capable de soutenir ce type de mouvement à l'instant T? Ça, c'est le plus important. Et est-ce que la technique est vraiment comprise? Très bien Christine. Pourrais-tu nous donner des pistes de travail pour améliorer cela? Le
twirling est une discipline comparable à la danse ou à la musique, avec sa propre méthodologie, telle que la barre classique pour la danse et le solfège pour la musique. Ce qui est le plus important, c'est d'en suivre les paliers et l'évolution. Un des aspects qu'il ne faut jamais négliger quand on enseigne, au-delà d'une bonne décomposition, c'est la correction. Il faut savoir reconnaître l'acquis du non-acquis et ne pas hésiter à reprendre les élèves autant de fois qu'il est possible et qu'il est nécessaire pour atteindre un niveau de perfection. Nous constatons donc que quelle que soit la pratique, nos DTF s'accordent à dire qu'il faut retravailler et approfondir les notions de qualité. Mais concrètement, quels sont les moyens mis en place pour nous aider dans cette voie? D'un point de vue FFTB, par exemple, Jean-Michel, pourrais-tu nous donner quelques pistes? Alors, il est vraiment important que nous trouvions une formule qui puisse correspondre parfaitement et aux enseignants, et aux juges, et aux athlètes. Un super compromis dans lequel tout le monde pourrait se retrouver dans cette nouvelle formule. D'accord, mais quelle est la population qui va être la plus impactée et pourquoi? La filière N3 explose complètement. Ce n'est plus une question de choix, mais de viabilité. Nos compétitions sont surchargées. Parallèlement à ça, nous nous apercevons que nous n'avons pas vraiment d'alternative pour les débutants, à part la compétition N3, où souvent le niveau est insuffisant pour entrer dans de tels événements. Très bien Jean-Michel, mais que propose-t-on de différent et de plus adapté? Alors, ce que nous proposons, c'est une filière pré-compétition, un passage obligé pour entrer en N3. Les débutants pourraient se présenter devant des évaluateurs, soit juges, soit enseignants, et présenter dans des compétitions de proximité le premier degré A et B. Ce passage obligé par le travail de base nous semble la seule clé de réussite. Et pour la pratique NBTA, qu'en est-il? Allons maintenant à la rencontre de Maryse Budan, formatrice enseignant pour les disciplines de la pratique NBTA. Nous pensons que l'acquisition des bases est primordiale. Dans la pratique NBTA, nous avons les niveaux enseignés lors de stages régionaux. Nous disposons de 6 modules d'enseignement au total. Dans un premier temps, l'initiation, la prépa 2 et la prépa 3, qui sont des listes de mouvements techniques à acquérir. Chacune de ces étapes est couplée à un niveau 1, niveau 2 et niveau 3, qui sont sous la forme d'un enchaînement pédagogique calqué sur le modèle d'un solo de pratique NBTA. Chaque niveau est divisé en 2 parties distinctes, une partie corporelle composée principalement des techniques de danse et une partie technique du bâton composée des 3 modes de twirling, les lancers, les roulés et les mouvements de liaison ou transition, également appelés contact material. Nous commençons par l'apprentissage de la technique pure des mouvements, étape très répétitive mais très importante pour une acquisition complète de chaque élément. Une fois le mouvement acquis, il est travaillé dans une série afin d'introduire la notion de liaison et d'enchaînement souple et suivi. À l'issue de chaque stage, un contrôle suivi d'un examen sont réalisés par les conseillers techniques afin de vérifier l'exécution correcte des mouvements. Tant qu'une étape n'est pas validée, impossible de passer au palier suivant. Chaque athlète reçoit sa fiche technique permettant aux coachs, entraîneurs et parents de suivre l'évolution personnelle de chacun. Merci à vous deux. Vous venez d'évoquer le type d'organisation, la théorie. Mais concrètement, comment cela se traduit-il? Nous allons à présent à la rencontre de Virginie Schuster, cadre formatrice enseignant pour la pratique FFTB. Oui Didier, concrètement, en pratique FFTB, nous allons travailler sur notre méthode. Une méthode de travail pour tous, axée sur l'apprentissage des mouvements de base et la répétition de ces mouvements jusqu'à leur parfaite acquisition. Cette méthode se veut progressive, elle est très détaillée et très logique. Mais dans la réalité, on se rend bien compte qu'elle n'est pas toujours appliquée, ou pas correctement. Avec la mise en place du N4, nous rendons cette méthode incontournable, puisqu'elle sera le passage obligé pour accéder aux compétitions. Nous avons fait le choix d'une vingtaine de mouvements, issus du niveau A du premier degré, les mouvements essentiels, ceux qui nous paraissaient les plus formateurs. Côté jugement, nous avons souhaité le rendre simple, rapide et incontestable. Pour cela, nous avons répertorié et isolé les fautes mineures et les fautes majeures. Par ailleurs, il ne fallait pas oublier la visée artistique de notre sport,
La musique y tient une place importante. C'est pourquoi la N4 permettra également, après l'évaluation des mouvements techniques isolés, de développer la musicalité, l'enchaînement, la fluidité, l'interprétation, avec la présentation de l'enchaînement du niveau B de notre premier degré. Jean-Michel l'a dit plus tôt, on se contente trop souvent d'une réalisation moyenne. On veut aller trop vite et on ne verrouille pas les acquis. Dans tous les clubs, on a pris conscience aujourd'hui de l'importance de l'échauffement corporel en début de séance. Ne faisons plus l'impasse sur la répétition des bases tout au long du parcours de nos athlètes. C'est l'un des éléments clés de la réussite. Et gardons en tête cet objectif d'être toujours plus souple, plus fluide, plus rapide dans l'exécution de ces mouvements à la fois simples et complexes. C'est ce travail de répétition et d'automatisation du geste juste jusqu'à l'intégrer au plus profond de soi qui va permettre à l'athlète en devenir de se détacher de son bâton, de se libérer de toute contrainte et de pouvoir danser avec lui, faire corps avec lui, interpréter, faire passer ses émotions. Le twirling spectacle, le twirling émotion, c'est possible, quel que soit le niveau technique de nos athlètes. Merci Virginie. Et pour la pratique NBTA, Maryse, peux-tu nous éclairer ? Au sein de la pratique NBTA, on se rejoint totalement dans la préparation évoquée par Virginie. Il est essentiel de suivre le parcours individuel de chaque athlète sans vouloir pour autant griller les étapes. Le temps et la rigueur sont des éléments à ne pas négliger. Il faut vraiment prendre son temps et être très méticuleux dans l'apprentissage. C'est long, c'est fastidieux, c'est laborieux, mais l'évolution et les résultats n'en seront que plus probants. Prenons l'exemple du flip. Ce n'est pas parce qu'il est réussi que la technique est correcte. La détection d'erreurs prend ici toute son importance. Est-ce que la position de la main est correcte lors de l'éjection, lors de la réception? Est-ce qu'il est dans le plan? Est-ce que le timing est respecté, ainsi que le nombre de rotations? Ce sont tous ces détails corrigés qui permettront une exécution parfaite et l'acquisition du mouvement. Seulement après, on envisagera de passer à l'étape suivante. Il en va de même pour tous les modes de twirling, les roulés, les lancers, etc., mais également pour l'apprentissage d'une technique corporelle correcte. Pour une fente, par exemple, il faut vérifier la posture, le gainage, la position du bassin, la répartition du poids du corps, etc. Encore une fois, chaque détail a son importance. Et en ce qui concerne le solo, après l'acquisition des mouvements séparés, il faut favoriser un enchaînement souple et suivi avec un bon timing, sans cassure et sans chute. La rigueur de travail doit être de mise dès la division préliminaire. Eh bien, nous voilà arrivés au terme de cette deuxième session. Je tenais une nouvelle fois à remercier tous nos intervenants. Quant à vous, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine session qui sera consacrée à la présentation de l'éventail des formations que propose et dispense la FFFTB. À bientôt!